La poésie et moi, ça fait 12. Je bloque complètement, je sais jamais quoi écrire sur ma copie. C'est sans doute parce que tu n'as pas la bonne méthode. Dans cette nouvelle vidéo de coaching, très détaillée, je le précise, je te donne des astuces pour repérer des indices clés avant même de lire le texte. Et puis, je t'accompagne lors de l'analyse et de l'élaboration d'un plan après la lecture. Spoiler, les examinateurs n'attendent pas que tu fournisses un travail aussi pointu, alors pas de panique. À tout de suite. Tu veux briller au bac français? Inscris-toi vite à mes ateliers collectifs ou à mes masterclass en direct. Petit budget, gros progrès. Allez, comme promis, je m'appuie sur un exemple concret. Un poème tombé au bac français en 2021. Je viens de recevoir mon sujet et je me lance donc dans l'analyse du texte. Comme je le recommande dans mes vidéos, j'évite de me plonger directement dans la lecture, même si c'est très tentant. À la place, je dresse au brouillon une petite checklist des procédés qui se trouvent souvent dans la poésie et auxquels je dois faire tout particulièrement attention. La structure de la poésie, sa présentation. S'agit-il d'une forme fixe, comme le sonnet, d'une forme plus libre? Les types de vers et les types de rimes, s'il y en a. Le jeu sur les images et les sons. Pour les images, je vais devoir faire attention aux comparaisons. On compare deux éléments avec un outil de comparaison. Aux métaphores. Cette fois, il n'y a pas d'outil de comparaison. Aux personnifications. Le fait d'attribuer une caractéristique humaine à ce qui ne l'est pas. Pour les sons, je vais tenter de repérer des allitérations, répétition d'une même consonne, pourquoi pas des assonances, la répétition d'une même voyelle, ou des paronomases, autrement dit des mots qui se ressemblent beaucoup dans leur prononciation, mais qui n'ont pas du tout le même sens. Dernier point à noter que je garde en mémoire, les 4 fonctions de la poésie. Je ne mets surtout pas tous les détails sur mon brouillon. Mais pour rappel, ces fonctions envoient à l'objectif du poète lorsqu'il écrit son texte. Elles peuvent m'aider à formuler mon titre de deuxième ou de troisième partie en commentaire si je ne trouve pas d'autres pistes. Exprimer des émotions heureuses ou malheureuses, célébrer ou dénoncer quelque chose ou quelqu'un, révéler certaines facettes de la réalité dont le lecteur n'a pas toujours conscience, inventer un nouveau langage. Bon, une fois ma checklist terminée, je ne lis toujours pas le texte. J'active à la place le mode Sherlock ou le mode enquêteur. J'observe d'abord le paratexte, le texte autour du texte, et j'essaie de formuler ensuite des hypothèses. Nom de l'auteur, Valérie Larbaud, il est probable que ce nom ne me dise rien. Le titre de l'œuvre, qui peut m'éclairer sur le thème du poème, ici, je l'avoue, peu d'indices. La date pour contextualiser le poème, 1913. Ah, ici, je peux faire de petites suppositions. 1913 me fait penser à la Première Guerre mondiale, qui éclate un an plus tard. Je pense également au surréalisme, un mouvement littéraire poétique. Mais j'abandonne cette idée assez vite car ce courant apparaît plus tard, pendant l'entre-deux-guerres. J'observe ensuite soigneusement le chapeau explicatif, ce petit texte en italique juste au-dessus de mon poème. Il est rédigé, je le rappelle, par des professeurs pour aider l'élève à y voir plus clair. C'est donc une mine d'informations. C'est parti, je me lance dans le jeu des questions. Où, quand, qui, quoi. Et je fais un repérage grâce à un code couleur au sein du chapeau. J'identifie déjà des éléments essentiels. Poète et voyageur du début du XXe siècle, Valérie Larbaud, 1881-1957, invente le personnage d'Archibald Olson Barnabout, qui partage avec lui le goût des voyages. Larbaud se présente seulement comme l'éditeur de cet original américain cosmopolite. Ok, Valérie avec un Y, eh bien un poète, et non une poétesse. Le poème abordera sans doute le thème du voyage, ce qui devrait se refléter dans le champ lexical. Je remarque aussi qu'Archibald est un personnage américain inventé par l'auteur. J'imagine donc qu'il va avoir un regard extérieur, un regard étranger sur ce qui l'entoure. Sans doute que l'on va découvrir son point de vue. Ce qui m'intéresse enfin, c'est que lui et Valérie Larbaud aiment les voyages. Je peux ainsi me demander si le texte mêlera éléments autobiographiques et fiction. Allez, je lis le titre, L'ancienne gare de Cahors. Il est court, il est simple, et pourtant je vais quand même essayer d'y réfléchir et de faire quelques déductions. Le poème va sans doute évoquer un lieu précis, la ville de Cahors. Peu importe si je ne sais pas exactement où elle se trouve, cela n'a pas d'importance. La mention de la gare confirme bien qu'il sera question de déplacement, de voyage. J'essaie alors de faire des associations d'idées au brouillon. Le voyage peut être synonyme de liberté, de nature, de rencontre, de découverte. Cela peut faire référence aussi à une sorte de voyage
voyage intérieur, intime. Enfin, je suppose que l'adjectif ancienne établit un lien avec le passé. Peut-être que ce poème sera teinté de nostalgie ou qu'il traitera d'un thème central en poésie, la fuite du temps. Attention, toutes mes hypothèses ne vont pas être validées par la suite, mais ce petit travail d'enquêteur est capital. Dernière mission avant la lecture, j'observe soigneusement le poème. Et là, je vois de nombreuses choses. Si je reprends ma checklist, je dois regarder la structure, la forme, la présentation du poème. Les vers sont présents. Ils débutent par une majuscule et s'achèvent avec un retour à la ligne. Mais en revanche, ces vers semblent irréguliers. Comment je le devine? Grâce à leur longueur, bien sûr. Je note également que le poème est constitué d'une unique strophe. Je verrai ce que je peux en faire par la suite et s'il est pertinent d'en parler. Je prête attention aux rimes et je remarque tout de suite que les mêmes sons ne se répètent pas en fin de vers. Présent au vers 1, affaire au vers 2, voix au vers 3, matin au vers 4. Cela suggère donc une absence de rime classique. Allez, je recoupe les informations. Vers irréguliers, absence de rime. Il s'agit sans doute d'une structure en vers libre. Attention, ce n'est pas de la prose, puisqu'ici les vers sont présents. Autrement dit, il y a un retour à la ligne et que le texte ressemble bien à une poésie. Cette liberté relative dans la forme me fait penser que ce poème est peut-être teinté d'une certaine modernité. Tiens, je me demande immédiatement si d'autres marques de poésie moderne, c'est-à-dire qui s'affranchit des règles, apparaissent dans le texte, comme l'absence de ponctuation. Bon, ce n'est pas le cas. Je note d'ailleurs la présence de 2 points d'exclamation dans le premier vers. Plus rien par la suite. Cela dit, l'expressivité se retrouve encore à travers le haut lyrique que je repère immédiatement. Il sert à apostropher ou à marquer un sentiment intense. Il est par ailleurs plutôt associé à la poésie classique. Mais d'autres signes font peser la balance vers une certaine modernité. Des parenthèses dans le poème, ce qui est très rare, et des jeux de rythme. Je remarque par exemple ici la présence d'un enjambement, quand une phrase ou une idée commence dans un vers et se poursuit dans le suivant, sans pause à la fin du premier vers. Effectivement, après l'adjectif inutile, il n'y a aucun point, point-virgule, ni virgule. L'enjambement peut créer un effet de fluidité, de ralentissement. Enfin, j'observe attentivement les premiers et les derniers mots du poème pour voir s'il y a un effet de boucle ou éventuellement une évolution. Ici, voyageuse, en ouverture, donne une impression de mouvement, tandis que la dernière mention, au cœur frais de la France, recentre l'attention sur notre pays. Cela exprime une certaine immobilité et souligne le regard extérieur d'un étranger qui observe ce lieu. Si je fais le point rien qu'en observant le texte, je peux supposer que le poème s'ancre dans un lieu précis, au cœur de la France, et qu'il sera décrit à travers le regard d'un voyageur étranger. Il aura un point de vue particulier. Mon petit travail me conduit à écarter toute référence à la naissance de la Première Guerre mondiale. L'accent semble plutôt mis sur le voyage, le train, le passé, et peut-être l'écoulement du temps. Enfin, malgré la présence du haut lyrique, le poème porte l'empreinte de la modernité. Vers libre, parenthèse, jeu de rythme. J'ai déjà identifié de nombreuses informations, mais maintenant il est temps de parcourir le texte, puis de l'examiner de plus près de façon linéaire. Autrement dit, de repérer et d'analyser les procédés qui s'y trouvent. Pour t'entraîner, je t'invite à mettre la vidéo sur pause et à lire le poème en entier. Tu trouveras le lien de l'extrait en description. Je vais désormais me concentrer sur les procédés littéraires fondamentaux de cet extrait. Dans des conditions d'examen, il est préférable de scanner le texte en entier et de chercher toutes les techniques d'écriture vers par vers. Pour structurer mon analyse, je vais utiliser le tableau CIPI. Je peux faire aussi une liste si je n'aime pas les tableaux. Cet outil me permet de classer mes observations en 4 colonnes. Citation, avec les numéros de ligne. Je peux aussi surligner directement mon texte et ajouter un repérage couleur dans cette colonne. Procédé, il s'agit d'identifier la technique d'écriture utilisée. Interprétation, ici j'analyse l'effet du procédé sur le lecteur et sa signification dans le poème. Et enfin, 4e colonne, idées. Je note ici les grands thèmes qui résument mon analyse sous forme de mots-clés. Je sais que cette colonne est vraiment précieuse pour repérer mes idées récurrentes et trouver des parties ou des sous-parties. Dans cette vidéo, je ne vais pas remplir de tableau à proprement parler, mais je vais identifier les techniques d'écriture et proposer oralement des interprétations. Pour trouver le plus de procédés possible, je m'appuie sur mon fameux code magique LGSG. Je vais d'abord identifier quelques procédés lexicaux, en lien avec le choix des mots et leurs effets. Des procédés grammaticaux, associés à la phrase, les temps verbaux, etc. Des procédés stylistiques, autrement dit des figures de style. Je vais donc étudier les spécificités de la poésie.
Je le rappelle, j'ai consacré toute une série de vidéos au procédé littéraire. Le champ lexical de la gare, bien sûr, c'est logique, est au centre de ce texte. Je sais que ce procédé est intéressant si j'en fais quelque chose, si je l'interprète. À mon avis, il suggère que ce lieu n'est pas seulement un décor, mais un élément clé du poème, voire une sorte de personnage. Un autre champ lexical se dessine en arrière-plan, celui de la nature, avec des noms communs comme soleil, colline, prairie, etc. Je le garde en tête pour l'analyser plus tard. Même chose pour le champ lexical du sacré, plus subtil, plus discret. Miracle, Dieu, éblouissant. Je le mets de côté, car je ne sais pas encore comment l'interpréter. J'observe également une opposition dans le choix du vocabulaire employé. Par moments, la gare est décrite de façon méliorative, c'est-à-dire valorisante, avec des termes qui lui confèrent une certaine grandeur et sérénité. Voyageuse, rose, éblouissante, tranquille, paix. Cependant, d'autres mots apportent une nuance plus péjorative, plus dévalorisante, teintée d'une certaine nostalgie. Vieille, inutile, rugueux de rouille. Je repère aussi dans le texte des antonymes, des mots qui expriment le contraire d'autres mots. Voyageuse au vers 1 s'oppose à rangée au vers 2 qui souligne un changement. Je me souviens de quelque chose. Il y a quelques minutes, rien qu'avec le titre, j'ai supposé que le thème du temps pouvait apparaître dans ce poème. Les antonymes que je viens de relever traduisent une évolution dans le temps. Mon intuition se confirme avec la présence du champ lexical associé, présent, matin, autrefois, saison. L'adverbe autrefois, placé entre parenthèses comme pour marquer une rupture temporelle, renvoie au passé, tandis que présent et matin inscrivent le poème dans l'instant présent, soulignant ainsi le contraste de ce lieu. Il y a une sorte d'avant et une sorte d'après. Les saisons, quant à elles, symbolisent plutôt le cycle du temps, le fait que ce dernier passe. Les semaines, les mois défilent inexorablement. Je relève maintenant quelques procédés grammaticaux. Encore une fois, il y en a bien d'autres. Je note que différents temps verbaux se mélangent. Le présent de description, étant, craquait, l'imparfait de description, balayait, le passé composé, a vu. Je regroupe mes informations. Le titre, le champ lexical du temps, les deux antonymes, le mélange de vocabulaire mélioratif et péjoratif, l'alternance des temps verbaux. Tout cela me met sur la voie, c'est le cas de le dire. Désormais, je suis convaincue que ce poème souligne le contraste entre le passé où la gare était animée, pleine de voyageurs, et le présent où elle apparaît abandonnée et silencieuse. Cela va probablement être un de mes grands axes. Je continue mon enquête. L'emploi du déterminant possessif ta, ton et du pronom personnel, tu, repéré à différentes reprises, tu étends, tu reposes, tu goûtes, instaure comme une relation de proximité entre le voyageur et ce lieu. La gare semble presque être un personnage à part entière, un être cher à qui l'on s'adresse directement. Justement, en analysant les procédés stylistiques de la ressemblance et des images que j'ai notées sur ma checklist, je repère dès le début du poème une personnification voyageuse qui est également une apostrophe. Le locuteur s'adresse à cette gare, ce qui lui confère une identité propre. D'autres personnifications renforcent cette impression tout au long du poème. Retirer des affaires, comme si la gare avait eu une activité professionnelle avant d'être désormais à la retraite. Qui a vu? La gare est décrite comme un témoin des émotions humaines. Elle semble donc dotée d'une mémoire, comme si elle pouvait se souvenir. Je repère aussi une comparaison à connotation méliorative, comme une chose inattendue, éblouissante. Elle évoque l'émerveillement et une lumière presque divine, donnant à ce lieu une dimension poétique, presque sacrée. Justement, je remarque une métaphore très intéressante, vers 14. Ô double porte ouverte sur l'immensité charmante. La gare est donc comparée à une porte ouverte, mais ici, pas d'outil de comparaison. Cette image suggère une ouverture sur le monde, mais il me semble qu'elle a aussi une portée plus symbolique. La gare devient un lieu de passage entre deux espaces, deux mondes. Cette interprétation est renforcée par le champ lexical du sacré, avec la mention de Dieu vers 15. Ça n'est pas un hasard, ce lieu a quelque chose sans doute de mystique. Je prête enfin attention aux figures de style qui jouent sur la musicalité du texte. Ce qu'est qu'autrefois balayait la robe d'air tourbillonnant des grands express. L'allitération en R évoque, d'après moi, le roulement du train qui animait autrefois la gare. Il s'agit d'une harmonie imitative. Les rails rouges et rugueux de rouille, autre allitération en R, met cette fois-ci en avant la rugosité et l'usure du matériel, soulignant l'état de dégradation de la gare et renforçant cette impression d'abandon. Je note enfin la présence d'une synesthésie, une figure de style qui joue sur
sur plusieurs perceptions sensorielles. La vue, comme une chose éblouissante. Le goût, tu goûtes les saisons. Le toucher, rugueux de rouille. L'ouïe, ton quai silencieux. En ce qui concerne les procédés liés au genre, je les ai relevés avant ma lecture. Reste à les interpréter. Je n'ai pas envie de faire une grande partie sur la forme uniquement, autrement dit, sur la modernité du poème. Je préfère essayer de mêler la forme et le fond, le contenu. Je pense d'emblée aux vers libres qui forment une certaine irrégularité et à cette strophe unique. Je me dis que le poème lui-même est un peu déstructuré, à l'image de la gare qui se détériore et qui est laissée peu à peu à l'abandon. L'enjambement au vers 5 peut exprimer l'idée que le temps passe, coule, sans que rien ne l'arrête. Enfin, je me souviens du haut lyrique et de la dernière information sur ma checklist, qui concernait la fonction du poème. Je me dis que ce haut lyrique marque une forte implication du voyageur américain, derrière lequel se cache sans doute le poète. Ensuite, je suppose que ce procédé est aussi la marque d'une sorte d'hommage, rendu à un lieu chargé d'histoire et d'émotion. Il me semble donc que le poème a pour fonction de mettre à l'honneur la gare, de célébrer ce lieu. Ma 4e colonne idée au brouillon, qui répertorie, je le rappelle, des mots-clés, des expressions synthétiques, pourrait ressembler à cela. Je regroupe les idées grâce à un code couleur, ce qui me permet d'y voir tout de suite plus clair et de visualiser les grandes tendances de cet extrait. Au moment de structurer mon plan, je garde en tête que pour la première partie, je dois caractériser le texte et ajouter un adjectif pertinent, afin de qualifier mon approche. Pour la deuxième partie, je peux mettre l'accent sur un élément clé. Par exemple, me focaliser sur un thème central ou sur un personnage essentiel. Dans ma 3e partie, j'ai tout intérêt à analyser la portée du poème. Je peux donc m'intéresser à sa fonction, à son originalité ou encore à son registre pour mettre en lumière sa singularité. Pour le grand 1, je propose donc la description d'une gare personnifiée. Dans le petit a, je vais développer la première étape de ce titre, la description de la gare de Cahors, en insistant sur un élément marquant qui saute aux yeux dès la lecture, son état présent, autrement dit son abandon. Petit a, la description d'une gare française laissée à l'abandon. Dans le petit b, j'explore la seconde idée de mon axe 1, une gare personnifiée qui prend vie et devient presque un personnage à part entière. Dans le grand 2, je vais me focaliser sur une particularité de ce texte, le contraste entre passé et présent. Pour le petit a, je reprends la première partie de mon titre et j'essaie de la préciser, l'effervescence passée. Pour le petit b, même démarche, je vais analyser la seconde partie de cet axe, un présent figé dans l'immobilité et l'oubli, tout en insistant sur le contraste avec l'agitation passée. Dans le grand 3, j'aborde la fonction du poème, la célébration de la gare. Je vais m'intéresser aux différentes facettes de cette célébration, de cette mise en valeur. Je commence donc par souligner le fait que ce lieu précieux, chargé d'histoire, est en harmonie avec la nature. Je vais finalement encore plus loin dans ma dernière sous-partie. Je décide d'évoquer la dimension mystique de la gare, avec notamment le lexique du sacré et la métaphore de la porte, ainsi que sa valeur symbolique. Ce lieu devient un symbole de la fuite du temps. N'hésite pas à aller voir mes 2 autres vidéos qui portent sur ce texte, l'une sur l'intro, l'autre sur la rédaction d'une grande partie. À très bientôt sur mon site ou lors de mes masterclass en direct.